Et donc j'appelle maintenant Marie Koenig et Juliette Vaillant. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à Santé Mentale France et au comité d'organisation de ce colloque pour votre invitation à cette très belle journée. On est ravis avec Juliette de commencer de bon matin cette présentation à deux voix. Alors donc moi je suis Marie Koenig, je suis docteure en psychologie clinique. Je travaille depuis quelques années sur le concept de rétablissement, à la fois dans le champ de la pratique, de la formation continue et de la recherche. Et je suis actuellement responsable pédagogique à AlphaPsy, qui est un organisme de formation et de conseil en santé mentale et sociale et qui promeut les pratiques orientées rétablissement. Bonjour à tous, moi je suis Juliette Vaillant, je suis médiatrice de Santé Père. Pour rappel, le médiateur de Santé Père, c'est quelqu'un qui a vécu la maladie psychique, qui a été hospitalisé en psychiatrie et qui a un parcours de rétablissement. Et du coup, depuis 5 ans et demi, je travaille à l'EPS Barthélemy-Durand à Étampes. Et en parallèle de ça, je donne des formations depuis à peu près 4 ans sur le rétablissement, la réhabilitation psychosociale et plein de sujets. Et du coup, pour placer un petit peu le décor et vous faire un petit résumé de mon parcours et de ce qui m'amène ici, moi je suis tombée malade assez tard par rapport aux statistiques. J'ai eu une seule toute petite année sans traitement et sans diagnostic, donc une seule toute petite année pleine de catastrophes. Et rapidement, ça s'est beaucoup dégradé, et d'où mon hospitalisation. Je ne suis pas restée très longtemps en psychiatrie par rapport à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans mon parcours. Et rapidement, j'ai pu reprendre un travail, et puis après, je suis tombée sur ce programme Médiateur Santé Père. Et je me suis lancée là-dedans un petit peu à l'intuition, en me disant que je ne pouvais pas faire mieux que ça dans ma vie, que de transformer la maladie en compétence. Et du coup, c'est ça qui m'amène devant vous aujourd'hui. Alors avec Marie, on s'est rencontrés quand j'étais à l'université. Elle nous donnait des cours, notamment sur l'éducation thérapeutique du patient. Et là, on se retrouve maintenant toutes les deux à donner des formations aux professionnels de santé sur beaucoup de sujets. Et c'est pour ça qu'elle m'a invitée à venir avec elle aujourd'hui vous parler du rétablissement. On vous propose avec Juliette de questionner les modes d'appropriation actuels du rétablissement. On peut avoir le sentiment en effet que ce concept fait l'objet d'un relatif consensus, pour faire écho au titre de notre intervention, et pourtant bien des controverses persistent, notamment quand il s'agit de penser son institution. Alors, on constate que le rétablissement fait l'objet d'un intérêt grandissant sur le plan international et puis plus récemment en France. Donc là, on peut voir qu'il y a de plus en plus de publications, de rassemblements autour du rétablissement en France qui concernent les adultes, mais aussi maintenant les enfants et les adolescents. Donc on remarque que cette question du rétablissement se démocratise et touche aussi un public de plus en plus varié, des scientifiques, des professionnels de santé, mais aussi de plus en plus des usagers. Et du coup, on tenait à préciser un peu ce qu'on entend, nous, par rétablissement, pour éviter qu'on se perde un peu dans tout ça et qu'on passe à côté de ce qu'on entend par rétablissement en santé mentale. Sur le plan de la recherche scientifique internationale, on réalise également que le rétablissement fait l'objet d'un intérêt considérablement croissant, comme en témoigne la multiplication des travaux scientifiques à son sujet, qui ont été à peu près multipliés par 4 à partir d'une base de données en moins de 15 ans. Donc on remarque sur les politiques de santé mentale qu'on est un peu en retard comme d'habitude.
En France, vous le savez, tant qu'on ne fait pas de loi et de décret, on a du mal à appliquer les choses. Et pourtant, moi, en tant qu'usagère, je n'ai pas envie d'attendre qu'il y ait des lois pour avoir des soins de qualité et des soins qui ont prouvé leur efficacité. Voilà. Pour autant, les choses avancent quand même et ça fait plaisir de voir qu'on rentre dans la mouvance aussi. Alors face à cet engouement grandissant, des mésusages ou des incompréhensions peuvent persister autour de ce concept de rétablissement. Et pour vous parler des différentes incompréhensions, des différentes controverses qui peuvent persister, on s'est fondé sur des travaux de 2 chercheurs en santé mentale, Larry Davidson, qui est un chercheur pionnier dans le champ du rétablissement, un chercheur américain, et Mike Slide, également au Royaume-Uni, qui ont tous deux réfléchi autour des grandes controverses ou des principaux mésusages du rétablissement. Et avec Juliette, nous, on a synthétisé finalement les arguments que l'on rencontrait dans ces travaux à partir aussi de ce que nous pouvions entendre à la fois dans nos pratiques sur le terrain, dans nos pratiques également de formatrices. Voilà la synthèse que l'on peut vous proposer des principaux arguments que l'on rencontre à propos du rétablissement. Le premier, que vous avez peut-être déjà entendu également, c'est le rétablissement n'est pas un concept nouveau. On en fait déjà du rétablissement depuis des années. On dit aussi que ça ne concerne qu'une minorité de patients. Souvent, on me dit, toi, Juliette, le rétablissement, ok, mais nous, nos patients, ils ne sont pas comme toi. On peut entendre que le rétablissement ne peut se produire que si la personne a atteint une certaine évolution sur le plan clinique, c'est-à-dire si, par exemple, elle accepte ses traitements ou elle a une suffisamment bonne conscience de ses troubles. On entend aussi que le rétablissement, ça peut dévaloriser le rôle des professionnels. Quand je suis arrivée dans mon hôpital, on m'a dit « Mais toi, puisque tu vas mieux, pourquoi tu ne retournes pas dans ton ancien boulot, en fait ? Pourquoi tu viens travailler avec nous en psychiatrie ?» On peut entendre que le rétablissement, on en parlait tout à l'heure, sur le plan politique, ne peut être mis en œuvre que par l'obtention de moyens financiers ou humains supplémentaires. Et sans ces moyens-là, on ne peut pas travailler à promouvoir le rétablissement des personnes. Et puis on entend aussi que le rétablissement surresponsabilise les patients, comme si j'avais besoin que de moi pour aller mieux. Et donc nous, on vous propose de questionner ces différents arguments en même temps qu'on réfléchit au mode d'appropriation du rétablissement. Alors, il y a un petit titre qui n'apparaît pas. Je pense qu'il y a un petit problème de compatibilité avec notre version. Mais on voulait vous proposer un bref détour historique pour déjà resituer l'origine de ce concept de rétablissement. Et on va voir ensemble... Donc, le titre, c'était une petite histoire du rétablissement. Donc évidemment, on va le faire de manière très synthétique, mais le rétablissement est né dans un contexte très complexe de la rencontre entre plusieurs facteurs d'ordre sociétaux, scientifiques et thérapeutiques. Donc on voulait vous parler un tout petit peu du mouvement des survivants de la psychiatrie, donc de ces personnes aux États-Unis qui, en plus de survivre à la maladie, ce qui est déjà quelque chose, je peux vous l'assurer, ont dû survivre à la psychiatrie. Et on se dit, en fait, le système psychiatrique ne devrait pas amoindrir les facultés des personnes, ne devrait pas les bloquer à ce point-là. Et du coup, il y a eu une volonté comme ça d'écrire des façons de faire et des soins qui étaient peut-être pas du tout décrits dans les textes pour permettre aux patients d'aller mieux. Et ils se sont beaucoup inspirés de ce qui se faisait dans les addictions et dans les groupes d'entraide entre les pairs. Donc vous savez, chez les alcooliques anonymes, on met des alcooliques autour d'une table et puis ils discutent de leur stratégie et ils se soutiennent entre eux et il n'y a pas de médecin. Ou alors il y a un médecin qui est alcoolique. Voilà.
Donc on part de ça sans se dire que ça va se substituer à des soins, mais juste que c'est quelque chose qu'on n'a pas dans les soins classiques et qui nous apporte aussi des éléments pour aller vers le rétablissement. Dans cette diapo, on voulait vous parler un peu de l'empowerment, du recovery, de cette idée qu'un autre avenir est possible et du fait de récupérer son pouvoir d'agir avec l'utilisation des savoirs expérientiels et aussi l'idée qu'on est une personne et que ça ne doit pas passer au second plan. Il y a quand même un écart entre ce que les professionnels disent et ce qu'on vit vraiment en tant que personne concernée. Et c'est ça un peu l'idée du rien sur nous sans nous. Pardon, je ne vois pas bien la diapo. Donc l'idée de l'expérience en première personne, cette citation qui dit « Mes expériences m'ont appris que, quelles que soient les causes, là où les causes de la maladie mentale, le progrès vers la guérison ne peut se faire quand il n'y a pas d'espoir. Les attentes négatives et les stéréotypes sont parmi les plus grands obstacles au rétablissement et maintiennent de nombreuses personnes atteintes de maladie mentale immobilisées par la défaite et le désespoir. » Donc ça, c'est une citation de Marcia Lovejoy, qui était aussi dans ce mouvement des survivants de la psychiatrie, et qui met en avant vraiment cette question de mouvement. Et je voulais vous parler aussi d'une petite citation de Luc Vigneault, qui est père aidant au Québec, et qui dit « Si tu restes assis sur ton cul », donc là vous êtes tous assis sur votre cul, et vous attendez la suite, « Si tu restes assis sur ton cul, tu auras un rétablissement de cul. » Voilà. Je vous laisse méditer un peu cette question. Mais en tant que professionnel de soins ou que professionnel de l'accompagnement, on a le pouvoir de maintenir les gens assis. Et moi, si j'ai un tout petit peu d'énergie pour me relever et que Marie, elle me maintient assise, est-ce que demain, j'aurai l'énergie d'essayer à nouveau de me relever? Je ne suis pas sûre. Voilà. Donc ça, c'est important qu'on comprenne que plus les gens vont être en mouvement, plus ils vont essayer des choses qui ne marcheront peut-être pas, plus on aura de la capacité et de la dynamique pour aller vers cette question du rétablissement. Au tout début, quand j'ai été hospitalisée, mon psychiatre il m'a proposé 2 traitements et il m'a dit celui-là abîme les reins et celui-là fait grossir. Qu'est-ce que vous voulez? Et on comprend bien que à ce moment-là, je choisis la peste ou le choléra et en même temps, il me dit même pas qu'est-ce que ça peut m'apporter, quoi. Donc, je choisis un peu au hasard comment j'aurais pu à ce moment-là avoir de l'espoir si lui, mon psychiatre, il n'en avait pas pour moi. Lui, il est spécialiste, moi, j'y connais rien, j'arrive dans ce truc-là et je ne sais pas ce que ça va faire. Donc, pour moi, à ce moment-là, le rétablissement ou la vie normale, la vie satisfaisante, c'était juste sortir de l'hôpital. Vous voyez que mon critère, il était quand même très bas, mon critère de rétablissement. Juste sortir, c'était ça le Graal pour moi. Et jamais j'ai imaginé que j'allais pouvoir aller au-delà de ça. Alors, désolée pour les petits soucis de compatibilité de format par rapport à la diapo. En tout cas, vous l'aurez compris, la particularité du rétablissement, c'est le fait que ce concept soit la conséquence d'une réappropriation par les professionnels du savoir profane. Et ça, c'est Audrey Linder, qui est une sociologue de la santé suisse, qui travaille particulièrement sur cette idée, le fait que dans le mouvement de la démocratie sanitaire, il s'agit d'une réappropriation des savoirs professionnels par les personnes concernées, et que vraiment la particularité du concept de rétablissement, et c'est pour ça qu'on a pris un peu de temps sur l'historique, parce que ça nous semble indispensable de toujours rendre hommage aux personnes qui sont à l'origine de ce concept, c'est une réappropriation des savoirs profanes par les professionnels. Alors, le rétablissement est-il un concept nouveau? Là aussi, il y a toute une partie de notre diapo qui n'apparaît pas, mais c'est très bien, comme ça on est encore plus dans l'improvisation. On peut proposer de répondre par cette question
en disant en fait, non, le rétablissement a priori n'est pas nouveau, puisqu'il date d'il y a environ une cinquantaine d'années, mais pour autant, son appropriation est évidemment tout à fait récente, et notamment en France. Et par ailleurs, il s'agit d'un concept incontestablement original du fait qu'il provient du vécu des personnes directement concernées. Donc on entend souvent que le rétablissement est une perspective qui peut entrer fortement en résonance avec d'autres théories ou pratiques dans le champ de la psychiatrie. C'est vrai. Pour autant, il nous semble nécessaire de marquer sa singularité, notamment du fait de son origine historique. Donc le rétablissement, on le fait déjà. Je ne suis pas sûre. C'est un peu, vous savez, comme quand on dit on est tous un petit peu bipolaires. Ça, c'est un diagnostic différentiel. Hein. Celui qui pense on est tous un petit peu bipolaires, il n'a pas de trouble bipolaire. D'accord ? Celui qui a un trouble bipolaire, il sait très bien que ce qu'il vit, ce n'est pas du tout ce que vivent ses proches, ses collègues de boulot, etc. Voilà. Donc je me méfie toujours un peu de cette approche. On présente quelque chose et on nous dit « Ah oui, non mais ça fait longtemps qu'on pense comme ça fait longtemps qu'on le fait ». Moi, j'essaye, avec les personnes que j'accompagne, d'avoir une démarche orientée rétablissement et je me questionne beaucoup. Est-ce que je suis juste ? Est-ce que je peux améliorer des choses ? Est-ce que je leur laisse la parole ? Est-ce que je ne plaque pas mes valeurs sur les leurs ? Et c'est important dans cette perspective-là de beaucoup se questionner et de ne pas se dire « c'est bon, nous on le fait, on a coché la case ». Alors finalement, de quel rétablissement parle-t-on ? Souvent, et peut-être de plus en plus, on entend parler actuellement du rétablissement de manière comme s'il s'agissait d'un concept univoque. Nous promouvons des pratiques orientées rétablissement. Alors que finalement, il s'agit d'un concept avec des significations plurielles, donc d'un concept polysémique. Le fait de ne pas reconnaître cette polysémie, finalement, peut amener certaines difficultés, notamment un risque de perte de sens de ce à quoi renvoie le rétablissement. Un risque également de rigidification de ce concept et de standardisation des pratiques. Et enfin, comme l'évoque Lise de Mailly, le risque de condenser ou d'euphémiser les enjeux de pouvoir si l'on confond toutes les acceptions du rétablissement. C'est la raison pour laquelle, avec Juliette, on vous propose de clarifier les points de divergence entre les grandes conceptions du rétablissement. Dans la littérature contemporaine, globalement, on rencontre deux grandes perspectives du rétablissement. Une perspective plutôt objective, qui renvoie à un état, on parle aussi de rétablissement clinique ou médical, et une perspective davantage subjective, qui renvoie à un processus, le fait d'être en rétablissement, un processus continu. Donc finalement, après avoir choisi entre la peste ou le choléra, j'ai dû changer mon choix parce que ça ne fonctionnait pas bien, donc j'ai eu les deux. Mais vraiment, sur mon objectif à ce moment-là, c'était juste le rétablissement clinique, juste sortir de l'hôpital, juste réduire des symptômes et peut-être reprendre la vie d'avant. Et puis en CMP, ma psychiatre me dit « mais il y a des gens qui vivent très bien avec votre maladie ». Et j'avais envie de dire, vas-y, montre-les-moi. Moi, je veux discuter avec ces gens-là, en fait. Moi, je veux comprendre. Je voudrais me projeter pour la suite. Moi, on m'a juste dit, sortir de l'hôpital, prendre ton traitement, et après, c'est bon. Et du coup, j'ai trouvé ça dans des livres. Je me suis dit, celui qui a écrit un livre sur son parcours, c'est qu'il ne va pas trop mal. Et je me suis plongée là-dedans et je me suis laissée aussi portée par le rétablissement. Il y a des choses qui sont venues petit à petit sans que je calcule forcément et sans que j'ai un accompagnement spécifique pour le rétablissement. Et après, j'ai découvert le rétablissement subjectif et tout ce qu'on pouvait mettre dedans et toute la transformation que ça impliquait et toute la satisfaction que ça pouvait aussi apporter bien au-delà d'une rémission de symptômes.
La perspective objective médicale, elle repose essentiellement sur des études épidémiologiques qui attestent d'une évolution des troubles psychiques, notamment la schizophrénie, bien plus favorable que celle classiquement décrite. On l'aura compris, le rétablissement est ici décrit en termes de résultats et il est associé à des dimensions cliniques quantitativement mesurables, telles que l'amélioration symptomatique, l'amélioration du fonctionnement des personnes sur une durée de 2 ans, par exemple. À titre d'illustration, on vous montre ici les études qui viennent lister les facteurs de bon pronostic, les facteurs qui sont associés au rétablissement objectif dans les troubles schizophréniques. On retrouve notamment un entourage familial ou soignant soutenant, une absence de consommation de toxiques, une courte durée de psychose non traitée, une bonne réponse initiale au traitement, etc., etc. On comprend bien que sur un plan épidémiologique, ces études-là sont importantes, intéressantes, mais on sait aussi qu'un des écueils possibles de ces conceptions serait que ces critères que ces facteurs deviennent des critères sélectifs pour accompagner certaines personnes dans des dispositifs vers le rétablissement. Et sur un plan éthique, dont on parlait tout à l'heure, on sait à quel point cette conception peut être dommageable. Surtout pour l'usager qui tombe sur les critères et qui n'est pas dedans. Voilà, c'est très pénible de lire qu'on ne rentre pas dans la statistique et que potentiellement on n'a pas le droit au rétablissement. Donc clairement, ça peut freiner les personnes. Du coup, dans les deux perspectives, dans la perspective subjective expérientielle, on vous a proposé une petite définition du rétablissement de William Anthony qui est assez consensuelle et qu'on utilise souvent. Donc, c'est un processus profondément personnel et singulier de transformation de ses attitudes, de ses valeurs, de ses sentiments, de ses buts, de ses compétences et de ses rôles. C'est une façon de vivre une vie satisfaisante, prometteuse et utile, en dépit des limites causées par la maladie. Le rétablissement implique l'élaboration d'un nouveau sens et d'un nouveau but à sa vie, à mesure que l'on dépasse les effets catastrophiques de la maladie mentale. Donc pour illustrer un peu cette question-là, on voit que c'est vraiment quelque chose de très profond. Moi, j'étais très, très cartésienne avant la maladie et je suis devenue très intuitive. Ça perturbe beaucoup mes proches parce que du coup, je prends des décisions à l'intuition. Donc quand j'ai dit à mes parents que je divorçais, ils m'ont dit « ça va pas du tout, t'es en train de rechuter, qu'est-ce que c'est que ça? Montre-nous ta prise de sang. » Voilà, et je leur ai dit « mais non, mais justement, je vais bien. » Non, là on pense que ça va pas du tout, Juliette. Donc il y a quelque chose qui se fait et on observe aussi des choses comme ça. Je sais pas, si on prend un grand patron qui a un accident de voiture, il est dans le coma quelque temps, il se réveille et il dit je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. On lui dit ouais bah oui, évidemment, c'est ok. Bah, la maladie psychique c'est aussi un tsunami dans nos vies. Donc qu'on fasse des changements, c'est vraiment quelque chose d'assez logique, de réinventer sa vie et pas de récupérer l'ancienne vie, en fait. Donc finalement, on comprend qu'il existe 2 grandes perspectives du rétablissement. Une perspective donc plus médicale, objective, qui serait centrée sur les symptômes et les déficits, et une perspective davantage expérientielle, subjective, qui, elle, est centrée sur l'expérience de vie quotidienne des personnes. Alors que dans la perspective objective, les objectifs visent davantage la rémission des symptômes et l'amélioration du fonctionnement. Dans la perspective plus subjective, il s'agit d'accompagner les personnes vers un nouveau sens de soi, l'ouverture vers l'espoir et les rêves de la personne. On voit bien également que la porte d'entrée vers ces conceptions diffère considérablement du soin pour la perspective objective au projet de vie de la personne pour la perspective subjective.
On entend souvent que ces perspectives sont complémentaires, et c'est intéressant de le percevoir de cette manière-là, évidemment. Mais il importe également de considérer que ces perspectives ne se superposent pas nécessairement et ne décrivent pas la même réalité. Il y a de plus en plus d'études internationales et contemporaines qui viennent étayer ce constat-là. Et là, on vous propose de résumer, de synthétiser une méta-analyse très récente de 2023, une étude chilienne qui vient synthétiser 29 études incluant plus de 6000 participants. Cette étude venait comparer les indicateurs de rétablissement subjectif, de rémission symptomatique et de rémission fonctionnelle. Et les résultats montrent que l'association entre les différents indicateurs du rétablissement personnel et de la rémission symptomatique est faible, voire inversée. Et que par ailleurs, il y a une association faible à modérée entre les indicateurs du rétablissement personnel et la rémission fonctionnelle. Autrement dit, les différents domaines du rétablissement sont relativement indépendants. Les auteurs concluent de cette manière-là. Les auteurs évoquent aussi que la réduction des symptômes, la rémission symptomatique, qui demeure souvent l'objectif central des équipes de soins, n'a pas grand-chose à voir avec le rétablissement personnel des patients. Et que donc, la perspective clinique ne converge pas nécessairement avec la perspective subjective. Nous, on a vraiment trouvé que ces résultats, alors ce n'est pas la seule étude, on vous en cite une parmi d'autres, font vraiment notamment écho aux toutes premières revendications des mouvements militants des survivants de la psychiatrie, et notamment à cette citation de Judy Chamberlain, alors qu'il le dit de manière plus radicale, mais je te laisse, Juliette, parler. La perception des anciens patients de la maladie mentale est diamétralement opposée à celle du grand public et plus encore à celle des professionnels de santé mentale. Alors là, c'est pareil, on avait un beau petit schéma, mais que du coup, on va devoir vous décrire. Se rétablir n'est pas guérir. On comprend donc, et là, on va reprendre les paroles de Bernard Pachou, qu'il existe une divergence, une absence de convergence entre la perspective médicale, représentée par les notions de rémission et de guérison, et la perspective plus expérientielle, subjective, portée par la notion de rétablissement. Moi, j'ai vite compris que j'avais pas besoin de guérir et que j'allais pas attendre la guérison pour faire quelque chose de ma vie, pour avancer. Maintenant, si demain on met un comprimé sur la table et on me dit tu vas guérir, je suis comme tout le monde, je vais le prendre. Par contre, le chemin de rétablissement, il n'est pas du tout lié à cette question de guérison. Quand on dit à des usagers, voilà, vous êtes malade à vie et vous prenez un traitement à vie, on ne peut pas s'arrêter là. Moi, les usagers, je leur dis pas ça. Je leur dis, dans l'état actuel des sciences, c'est comme ça qu'on voit les choses. Mais on fait de la recherche, mais on étudie le cerveau par l'IRM et on étudie le microbiote intestinal et peut-être que ça arrivera bientôt et peut-être que ça mettra du temps, mais en attendant, on peut faire plein de choses sans la guérison. Moi, j'ai pas eu le choix de transformer ma vie pour aller vers ce rétablissement. Et pourtant, je ne regrette pas de l'avoir fait et je pense que ce serait intéressant de le faire pour tout le monde, en fait. Alors finalement, on est en mesure d'apporter des éléments de réponse à ces questions. Finalement, ces questions-là, ces objections, sont relatives à la perspective objective, médicale du rétablissement. Sur un plan subjectif, expérientiel, toutes les personnes sont concernées par le processus de rétablissement, au-delà des critères qu'on a vus précédemment, quel que soit leur diagnostic, quel que soit leur facteur de bon
et de mauvais pronostics. Donc si toutes les personnes ne peuvent être rétablies au sens objectif médical, toutes les personnes peuvent connaître le chemin du rétablissement. Alors on est vraiment désolé pour un petit problème de compatibilité. On vous proposait à présent, je sais qu'il nous reste à peu près 5 minutes, de travailler sur la question d'instituer le rétablissement. Dans quelle mesure faudrait-il, sur quel plan peut-on travailler pour instituer la question du rétablissement? Pour cela, nous sommes repartis des travaux de Bernard Pachou et de ses collaborateurs qui évoquent une transformation des pratiques à plusieurs niveaux. Et on vous propose d'illustrer rapidement ces différents niveaux. Un niveau individuel, un niveau institutionnel et un niveau politique. Sur le plan individuel, nous allons parler de la pratique et de la posture d'accompagnement des professionnels. La posture des professionnels qui travaillent dans une perspective orientée par le rétablissement change de focus, du trouble, de la maladie à la personne, comme en témoigne cette citation de Patricia Digan. Ce qui importe dans un sens véritablement existentiel, ce n'est pas la maladie ou le trouble. Ce qui existe, c'est un être humain et la sagesse requiert que nous regardions et respections profondément cet être humain avant toute chose. La sagesse demande que nous entrions de tout cœur dans la relation avec cet être humain, dans le but de le comprendre, ainsi que de comprendre son expérience. Seulement serons-nous alors capables d'aider d'une façon qui sera vécue comme aidante. On en a parlé aussi tout à l'heure, les pratiques des professionnels orientés par le rétablissement est fondamentalement centrée sur la question des valeurs. C'est Shepard qui dit qu'au cœur du rétablissement se trouve un ensemble de valeurs portant sur le droit de se bâtir une vie riche de sens. Marianne Farkas et ses collaborateurs évoquent 4 valeurs clés qui viennent soutenir le processus. L'orientation sur la personne, on l'a vu, et donc pas sur le trouble. L'engagement de la personne est non seulement actrice de son rétablissement, mais aussi autrice de son parcours. Et parfois, les projets des personnes diffèrent avec les projets des professionnels. Il importe, si l'on est guidé par cette valeur, de soutenir le projet de la personne en priorité. Cela fait écho à la valorisation des choix et de l'autodétermination, et enfin à la valorisation du potentiel de développement de la personne. En ce qui concerne les changements institutionnels, là aussi on va aller rapidement. On en a parlé, c'est aussi un des objectifs, on a entendu, de ce colloque, c'est de mieux comprendre l'articulation entre la réhabilitation et le rétablissement. Les outils de la réhab sont considérés comme des outils de choix pour soutenir le processus de rétablissement des personnes. Bernard Pachour et ses collaborateurs évoquent, par exemple, évidemment les interventions de médiateurs de santé pairs qui vont au-delà, finalement, de la réhabilitation. Les pratiques d'ETP, par exemple, les directives anticipées, la décision médicale partagée, etc. Néanmoins, il est fondamental de penser la réhabilitation comme un moyen et non comme une finalité. Il est important de comprendre que les personnes handicapées ne se font pas réhabiliter en ce sens que les voitures se font modifier ou que les téléviseurs se font réparer. Les personnes handicapées ne sont pas des bénéficiaires passifs des services de réhabilitation. Ils se perçoivent plutôt comme récupérant un nouveau sens de soi et un but dans les limites de l'incapacité et au-delà de ces limites. Cette distinction entre réhabilitation et rétablissement est importante. La réhabilitation désigne les services et les technologies qui sont mis à disposition des personnes afin qu'elles puissent apprendre à s'adapter à leur monde. Le rétablissement fait référence à l'expérience vécue ou réelle des personnes qui acceptent et surmontent le défi du handicap. Patricia Digan. Donc, par exemple, moi au centre de réhab il n'y a pas longtemps,
on m'a dit non mais Juliette, toi ton travail c'est le rétablissement, hein, que le rétablissement. Ah oui ? Oui, la remédiation cognitive c'est tes collègues, les habiletés sociales aussi, toi tu dois travailler vraiment que le rétablissement. Et je lui ai dit mais vous n'avez pas compris mon métier en fait ? Ah si, ah bah non, le rétablissement il est partout dans un centre de réhab. On ne peut pas cloisonner et se dire... en plus, derrière, il y a une idée que le médiateur santé-père, il a sur ses épaules le poids du rétablissement et que quand on a un médiateur santé-père ou un père aidant dans son équipe, on coche la case rétablissement et c'est bon. Lui, il s'en occupe et du coup, les autres n'ont pas du tout besoin de changer leur pratique puisqu'on a un label avec nous. Voilà. Donc, il ne faut pas tomber là dans le rétablissement. Ça concerne toutes les personnes qui gravitent autour de l'usager, pas seulement le père aidant ou le médiateur santé-père. Penser les changements sur le plan institutionnel renvoie également à penser des changements organisationnels et managériaux. En ce qui concerne les changements organisationnels, on va repenser par exemple la qualité des services avec la participation active des personnes directement concernées. On va faciliter un accès aux services de soins, de proximité et de soutien. Et évidemment, on va travailler à la formation des professionnels vers des pratiques orientées rétablissement. On parle souvent de ces dimensions organisationnelles et un peu moins des dimensions managériales qui sont pour autant tout aussi centrales si l'on comprend que le rétablissement est une conception systémique. Si l'on n'est pas soi-même soutenu dans son processus d'autodétermination, en tant que professionnel, il est beaucoup plus compliqué, difficile d'accompagner les personnes concernées vers leur autodétermination. C'est un aspect aussi fondamental des changements institutionnels. Alors, les approches rétablissement dévalorisent le rôle des intervenants professionnels. Moi, je n'ai pas rencontré de père aidant dans mon parcours, et pourtant j'ai un parcours de rétablissement. Donc c'est possible sans les pères aidants. Voilà. Et au contraire, le processus de rétablissement est un processus personnel, mais qui est évidemment soutenu dans la relation interpersonnelle. Les professionnels ont un rôle central, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, dans l'accompagnement vers ce processus. Et c'est également une orientation qui est porteuse de sens pour les professionnels et également les managers. Enfin, on termine sur la question politique. Quel changement sur le plan des politiques sociales ou de santé mentale? Globalement, on peut penser deux grandes perspectives de l'empowerment. Une perspective plutôt individuelle, où il s'agit de renforcer la capacité de la personne à se mobiliser. De ce côté, c'est à l'individu de changer. Et une perspective beaucoup plus sociétale et collective, où on va penser l'empowerment comme l'émancipation de collectifs face à des situations injustes. Sur ce point-là, moi, ça ne me pose pas de problème de changer. J'ai compris que c'était essentiel. Mais est-ce que la société, elle va changer aussi pour m'accepter comme je suis? Et ça, c'est un point qui est important dans l'équilibre des relations. Moi, je veux bien faire des efforts. Est-ce qu'en face de moi, on fait des efforts aussi? Et j'en ferai plus si j'en vois en face de moi. On voulait, pour terminer, parler du collectif que vous connaissez peut-être, Recovery in the Bin, des survivants, collectifs militants d'usagers de la psychiatrie aux États-Unis, qui vient justement réaffirmer l'importance de cette dimension sociale, collective du rétablissement. On les cite. Un rétablissement significatif est impossible pour beaucoup d'entre nous en raison des conditions sociales et économiques intolérables, telles que le mauvais logement, la pauvreté, la stigmatisation, le racisme, le sexisme, les attentes déraisonnables au travail et d'innombrables autres obstacles.
comprend à quel point ce mouvement militant vient dénoncer les écueils que l'on tente de parler avec Juliette depuis tout à l'heure, qui consistent à se réapproprier le rétablissement dans un modèle étroit de bien-être où finalement aller mieux serait confondu avec des critères qui peuvent renvoyer par exemple à la rémission symptomatique ou à la rémission fonctionnelle. Et par ailleurs, ce mouvement très intéressant nous invite à davantage considérer, notamment sur le plan de la recherche, le poids des facteurs socio-économiques des personnes concernées dans le processus de rétablissement. Et du coup, on avait choisi une petite citation de Ray Hunziker, qui était dans le mouvement des survivants de la psychiatrie et qui est devenue avocate en défense des droits des usagers. Et elle dit « Être un patient psychiatrique, c'est vivre avec 82 $ par mois en coupons alimentaires, qui n'est même pas suffisant pour te payer des Kleenex pour sécher tes larmes, et voir ton psy revenir à son bureau après le dîner au volant de sa Mercedes-Benz. » Une des voies pour éviter ces écueils, ce serait de faire une place plus large aux récits invisibilisés. Ce mouvement Recovery in the Bin nous dit « Nous avons besoin d'un plus large éventail de récits de survivants à reconnaître, honorer, respecter et promouvoir, qui inclut une compréhension des difficultés et des luttes auxquelles les gens sont confrontés chaque jour lorsqu'ils sont incapables de récupérer, pas seulement des histoires de type rétablissement réussi. » Donc là, il s'agit d'une recherche récente qui, justement, s'appuie, s'étaye sur le récit de personnes ayant de multiples besoins complexes et mettent en exergue le fait que ces récits-là échappent au modèle standard, au modèle classique du rétablissement. Les auteurs nous invitent donc à considérer que les déterminants structurels de la santé mentale sont souvent minimisés dans les modèles de rétablissement au profit d'une pensée de la transformation individuelle et qu'il s'agit bien davantage de multiplier les recherches qui mettent en exergue ces déterminants structurels. Au final, promouvoir le rétablissement, ce n'est pas seulement agir sur des déterminants individuels, c'est bien évidemment agir sur le monde avec le renforcement d'une multitude d'actions comme la promotion de l'information et de la déstigmatisation de la santé mentale, tous les dispositifs tels que le travail d'abord, le logement d'abord, les conseils locaux de santé mentale, les alternatives à l'isolement et à la contention en psychiatrie, etc. Le rétablissement ne peut être mis en œuvre que par l'obtention de moyens financiers humains supplémentaires. Alors, depuis que je travaille à l'hôpital, j'ai revu un peu cette question-là. J'attends plus qu'on nous donne des budgets et du personnel pour faire des choses. Et ça peut commencer juste par changer nos lunettes. On retire les lunettes de la maladie et on regarde la personne comme une personne. Donc chacun est responsable aussi de modifier sa façon de voir les choses, d'accueillir la personne complètement, d'occulter son système de valeurs pour accompagner la personne vers ce vers quoi elle a envie d'aller. Et pour ça, évidemment qu'on aimerait des moyens financiers et humains, mais on peut démarrer ça sans attendre. Moi, je n'ai pas envie d'attendre pour recevoir des soins de qualité, alors qu'il y a plein de choses qui sont prouvées, qui fonctionnent bien. Je ne vais pas attendre dans ma vie. Et enfin, le rétablissement surresponsabilise les personnes concernées. Il s'agit d'un écueil possible des modèles de rétablissement lorsqu'on sous-estime les déterminants sociétaux et collectifs. Donc, une voie d'avenir pour la recherche en santé mentale sur le rétablissement, on l'a vu, c'est de diversifier les récits, notamment de rétablissement. Pour conclure, une petite citation d'Agathe Martin. « Le rétablissement est un droit humain et non un impératif moral. » Merci de votre attention.
En vous écoutant, il y a plein de choses qui me sont revenues à l'esprit, y compris de ton intervention à Bordeaux, où tu nous avais quand même bien éclairé. J'ai pensé, parce que tu as cité 2 ou 3 fois Bernard Pachout, qu'on l'avait mis dans le programme, et puis j'ai su il y a quelques 15 jours qu'il ne viendrait pas parce qu'il avait un empêchement familial, et donc m'excuser pour les gens qui ont vu son nom et qui se disaient qu'ils allaient enfin le connaître. La deuxième chose que je voulais dire, c'était que l'histoire des personnes, c'est un combat. Je dis ça du point de vue moi je suis médecin, et donc se bagarrer pour qu'à l'hôpital il y ait une histoire de la vie des personnes qui ne soit pas l'histoire de la maladie, c'est vraiment un combat. Donc c'est pas gagné, je vous remercie d'avoir témoigné là-dessus, parce que peut-être j'aurai plus de chance quand je redemanderai encore. J'irai penser à elle, elle vous le demandait, et qu'on la prenne pour une personne et non pas pour une collection de symptômes. On m'a dit 2 questions, c'est déjà une de trop à mon avis. Il y a des personnes qui sont là avec des micros, qui veut en poser une. Alors, très bien, Elisabeth Giraud-Barraud. Oui, merci. Elisabeth Giraud-Barraud, je suis encore pour quelques heures présidente de Réhab, qui va fusionner avec Santé Mentale France. Et merci de votre exposé, et surtout à 2 voix. Et alors, excusez-moi de parler de moi, mais je dirais que moi j'ai pris une grande claque dans la tête quand on a reçu Marianne Farkas en petit comité à Réhab et qu'elle a parlé du rétablissement. Et à cette époque, moi j'étais très branchée réhabilitation psychosociale, d'une façon peut-être institutionnelle pour faire le lien avec notre sujet. Et en tant que vieux psychiatre, j'étais formée à la psychanalyse, à la remédiation cognitive, à l'ETP, voilà, au TCC et tout ça. Et finalement, moi je peux dire que la seule chose qui a marché dans ma pratique, parce que je suis en retraite maintenant, c'est ce que j'appellerais des thérapies de rétablissement. C'est-à-dire que la personne, des thérapies narratives, et vous n'avez pas cité Lisa Kerr, qui est vraiment un auteur assez exceptionnel là-dessus. Ces thérapies narratives où la personne peut parler d'elle, de son expérience, et vous avez dit c'est parvenir à la vie d'avant, c'est en construire une nouvelle. Et tout ce travail, eh ben le traitement il vient en dernier hein, dans le temps qu'on a passé, mais il prend un sens. Et je pense que si on repensait un petit peu cet aspect thérapeutique au sens du rétablissement, des thérapies de rétablissement, je pense qu'on ferait un pas. Et puis l'autre chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même des stades dans le rétablissement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Et on voit beaucoup actuellement en réhabilitation des espèces de modèles standards de rétablissement, là, avec un parcours, alors que rien n'est possible tant que la personne n'est pas prête. Et là, quel rôle aussi de la stigmatisation? Je pense que c'est un problème aussi connexe, la stigmatisation, et celle que procure aussi la société. Donc c'est sûr qu'il faut être militant, vous l'avez bien dit. Merci Elisabeth. Il y a quelqu'un qui va te reprendre le micro. Allez, à vous. Deux petits mots. Merci beaucoup pour votre intervention, vos commentaires. Je vous rejoins tout à fait sur l'importance des psychothérapies narratives. Voilà, en tant que psychologue, c'est vraiment mon outil à privilégier pour accompagner les personnes. Et je pense que, effectivement, les travaux de Paul Liesecker mettent bien en exergue le pouvoir de la narration. Ça fait aussi écho à la philosophie de Paul Ricoeur, hein, qu'on a pu rapprocher de la perspective expérientielle du rétablissement, et que, quelque part, ce moteur du récit, et à quel point le récit constitue un moteur du rétablissement, on le perçoit sans doute bien au-delà des dispositifs psychothérapeutiques. On le perçoit par ailleurs dans les groupes d'entraide, dans la paire et danse, et en effet, et politique, bien sûr, et l'impact politique, tout à fait. Merci. Ah, vous avez déjà le micro, je ne peux pas chanter la deuxième, allez-y. Oui, bonjour à tous, Sonia Udansky, Working First. D'abord, je voulais vous remercier pour votre présentation. Je suis assez émue en fait, parce qu'il y a 2 jours, je parlais avec une personne qu'on accompagne, nous, Working First, sur le travail depuis 2014. C'est une personne qui est d'origine roumaine, qui souhaite travailler,
qui rencontre plein de difficultés personnelles et tout. Et nous, au Working First, on a tenté beaucoup de choses sur le travail, on lui a posé énormément d'opportunités. Et aujourd'hui, donc, c'est un monsieur qui a travaillé qui a été hébergé, qui a eu un logement social. De par ses symptômes et ses revendications, l'équipe n'a pas réussi à continuer à l'accompagner. Et au final, ce monsieur qui est à la base à la rue est en hôpital psychiatrique dans une clinique. Ça fait maintenant 5 ans qu'il est dans cette clinique. Et ce qu'il nous dit tout le temps, en fait, c'est ça, mais comment je peux faire ces médecins qui viennent en bas de ma clinique avec leur Mercedes, alors que moi, je vis dans des conditions terribles. Je suis une personne exclue, je suis une personne... je suis rien, je vais partir dans les camps de concentration. Tout ce que je mérite, c'est d'aller dans la chambre Franchement, c'est ce qu'il me dit. Et du coup, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'est la réalité, c'est vraiment une réalité en fait. Que fait-on pour ces personnes-là? Que fait-on? Moi, franchement, je me sens vraiment démunie par rapport à cette personne. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Et donc, je pense que là, on est tous pour parler du rétablissement. On est vraiment là pour en parler, mais il ne s'agit pas que d'en parler, c'est que fait-on? Que les pouvoirs publics font? Effectivement, il n'y a pas que la santé, il y a la justice, il y a les droits, etc. Donc voilà, je vous remercie. Et ça faisait vraiment écho aussi, des fois, à notre impuissance professionnelle envers ces personnes. Enfin. Merci. Alors pour moi, c'est vrai que le dévoilement, c'est mon métier, c'est inclus, mais c'est pas ma prérogative. C'est-à-dire que on peut être médecin et dire à quelqu'un, mais vous savez, moi aussi j'ai des problèmes dans ma vie, moi aussi j'ai rencontré ça. En fait, quand on est usager, on a l'impression effectivement que le soignant, pour lui, tout va bien. Sa vie, elle roule. Il a un métier, il a une voiture, il est marié, il a des enfants, voilà. En vrai, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière ça. Et des fois, juste le fait de témoigner d'une petite chose qui peut être très anodine sur notre parcours, ça permet de nous remettre un petit peu au niveau de la personne. Alors c'est vrai que nous, on est formés à ça et qu'on est très au clair avec ça, mais en même temps, aucun professionnel n'est privé de temps en temps, quand l'usager se sent loin du professionnel, de lui dire, vous savez, moi aussi, je suis passée par là, ou moi aussi, j'ai eu un décès dans ma famille il y a longtemps, et voilà comment j'ai fait, et voilà dans quel état j'étais. Voilà. Maintenant, c'est sûr que la fracture sociale, elle est importante, et qu'on a de plus en plus de situations où on est très, très démunis pour accompagner des personnes, parce qu'on se rend bien compte qu'au-delà de notre accompagnement, il y a tout un tas de choses qui doivent bouger autour et sur lesquelles on n'a pas du tout le pouvoir. Et du coup, on se sent très limité par rapport à ça. Mais juste de continuer à être là pour cette personne, déjà, c'est ouf. Vraiment. Bravo. Merci.